principe. J'ai préparé un texte, j'espère qu'il soit bien. Alors, comme on le sait, le problème de la logique a tracassé de manière profonde toute l'histoire de la phénoménologie. Il est d'ailleurs assez curieux que cette préoccupation a été beaucoup plus importante pour les pères de la phénoménologie, pour Husserl, donc, que pour la plupart de ceux qui en ont suivi le chemin. À ce sujet, le texte de Husserl, aussi bien ceux qui constituent la partie publiée de son vivant que ceux publiés postérieurement par Husserliana, présentent deux ordres de problèmes. Évidemment, là, c'est le premier exemple d'un conditionnel qu'il faudrait mettre, mais... Alors, le premier problème, c'est trouver le rôle qu'il faut attribuer à la logique dans la phénoménologie, tout en sachant qu'il doit s'agir d'un rôle fondateur. Le problème principal consiste dans la nécessité de repenser la logique elle-même de fond en comble, comme on le montre très bien par exemple la logique formelle et la logique transcendantale. Deuxième problème, de manière conséquente au problème précédent, il s'agit, sur de nouvelles prémices, de fonder une logique phénoménologique qui sache se démarquer aussi bien des vieilles formes de logique, par exemple celles que Husserl critique lors de ses recherches logiques, que de ceux qu'à notre époque on appelle la logique mathématique. Cela étant, on peut mesurer la relation entre la dimension titanesque du projet avec les résultats. Il faut bien avouer que la plupart du travail reste encore à accomplir. Certes, on ne peut pas reprocher à Husserl d'avoir mal travaillé, mais il est évident que son rôle de précurseur a joué une fonction à double tranchant. En découvrant à chaque moment de sa recherche de nouveaux chantiers, il en a tenté l'exploration jusqu'au bout de ses forces, mais cela a multiplié les efforts et la plupart des choses sont restées à l'état d'ébauche. C'est pour cela que, raisonnablement, il concevait la phénoménologie comme un travail d'école, et c'est surtout cette entreprise collective qui en quelque sorte a manqué. Et cela, en ce qui concerne la logique, de manière particulièrement significative. Certes, si on veut tout de suite aller au-delà de la phénoménologie, sans en avoir souvent ni sondé les possibilités, ni, et c'est là quand même un peu plus grave, en avoir compris le projet de fond, rend le chemin de plus en plus difficile. En ce sens, nous croyons que la tentative du philosophe Giancarlo Rota est aussi bien plus humble que le projet d'une grande partie des soi-disant phénoménologues, que plus ambitieuse. Humble, car un véritable étudiant de philosophie, il essaie de comprendre Husserl, plus ambitieuse au sens où ce qu'il obtient de cette compréhension lui permet de pousser plus loin les résultats que le père de la phénoménologie avait seulement ébauchés. À ce sujet, il me semble particulièrement éclatant le cas de la notion de Fundierung. Cette notion fut introduite par Husserl lors de sa troisième recherche logique, une recherche consacrée à un problème important au sens logique, le rapport entre le tout et les parties. La deuxième partie de cette recherche, au titre significatif « Réflexion sur une théorie de forme pure de tout et des parties », peut nous indiquer un bon point d'entrée, aussi bien pour présenter la notion que nous avons en point de mire, que pour nous situer dans une problématique logique de fond. Voilà la définition originaire de Husserl. Husserl écrit « Si conformément à une loi de sens, un alpha ne peut exister comme tel que dans une unité qui l'embrasse et qui le relie avec un mu, je crois qu'on dit en français, nous disons qu'un alpha comme tel a besoin d'être fundiert, par un mu. Ou encore qu'un alpha comme tel a besoin d'être complété par un mu. Si en conséquence alpha 0, mu 0 sont des cas singuliers déterminés, réalisés dans un seul tout, de genre pur alpha ou mu se trouvant dans le rapport indiqué, nous dirons que alpha 0 est fondé par mu 0 et exclusivement fondé par mu 0 quand seul mu 0 peut satisfaire ses besoins d'alpha d'être complété. La recherche, par la suite, est consacrée à l'approfondissement de cette notion et on se rend vite compte qu'il s'agit de ce qui articule véritablement la question, car cette notion est l'unique qui permet en effet une théorie pure de tout et de parties. Les rapports entre tout et partie sont interprétés à partir de là, et il est vrai que la caractérisation qu'on en obtient permet aussi de repérer des formes plus enchevêtrées de Fundierung. Par exemple, celle de Fundierung médiate ou non médiate est celle de la plus grande importance qui concerne les Fundierungen qui sont bilatérales, à savoir
où alpha fonde mu en même temps que vice-versa, disons, en même temps que mu fonde alpha. L'exemple classique, en cette direction, la notion d'extension colorée. En fait, il n'y a pas d'extension sans couleur, tout comme il n'y a pas de couleur sans extension. C'est-à-dire que ceux de genre pur se fondent mutuellement. Quoi qu'il en soit, dans la suite de sa carrière philosophique, Husserl revient assez rarement sur ce concept. Et on ne peut que s'en plaindre, car elle semble bien prometteuse. Et c'est bien à ce point qu'il nous faut signaler l'intervention de Giancarlo Rota. À notre avis, la contribution de Rota peut être articulée sur 3 plans de recherche à la fois, afin de rendre la notion de Fundierung fonctionnelle dans la construction d'une logique d'inspiration phénoménologique. Il est significatif que tout cela est possible à partir d'un article, Fundierung, qui arrive tout juste à 10 pages. Il faut bien avouer que par rapport aux philosophes de profession qui normalement écrivent beaucoup plus pour dire beaucoup moins, c'est quand même significatif. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que cet article n'a pas eu, mais ça c'est mon point de vue, la publicité qu'il méritait. Mais quoi qu'il en soit, voilà le point dégagé par Rota, propulsant la notion de Fundierung au cœur de la tentative de bâtir une véritable logique phénoménologique, et que, par la suite, je tenterai de mieux caractériser. Premier point, le dynamisme. Rota, par son interprétation de la relation de Fundierung, arrive à munir cette relation d'un dynamisme qu'elle ne possédait pas, objectivement, dans la première et originaire formulation husserlienne. Deuxième point, la généralisation. Permis et, dans une certaine mesure, par ce nouveau caractère dynamique, la relation de Fundierung devient beaucoup plus générale et, d'une certaine façon, arrive à regrouper toute une famille de thèmes qui articulent mieux les projets d'une logique phénoménologique. Troisième point, la généralisation et le dynamisme intrinsèque au résultat qu'on obtienne pour cette notion pose le problème, éminemment logique, de formaliser, mais surtout d'épuiser, toute relation de Fundierung possible. C'est le problème, là j'utilise le terme très cher à Rota, de la cartographie complète des relations de Fundierung. Le moyen de rendre dynamique la notion de Fundierung est dû à une sorte de renversement de perspective que Giancarlo Rota opère par rapport à la présentation originaire de Husserl. C'est-à-dire que, tandis que Husserl partait des relations fixes, des définitions, pour après tenter de rendre plus fluide la relation de Fundierung, Rota part d'une considération qui profite immédiatement du fait que la Fundierung soit une relation, et qui la place, de manière conséquente, au cœur même d'une véritable dynamique. Rota écrit: quant à la description de la Fundierung, nous nous trouvons dans une situation comparable à celle du logicien qui, dans l'enseignement des opérations fondamentales entre les ensembles, telles la réunion et l'intersection, doit procéder indirectement, en conduisant ses élèves à travers une séquence d'exemples, animés par l'espoir que le concept qu'il entend enseigner arrive à se manifester pour eux. Notre tâche est de présenter un concept qui, différemment d'une notion mathématique, n'est pas encore formalisable. En outre, nous ne pouvons pas espérer donner quelque genre de définition, puisque les standards de définition acceptables n'ont jamais existé en philosophie. C'est pour cela qu'il isole, après en avoir donné des exemples, ce qui constitue le noyau de la relation de Fundierung. Il s'agit d'une relation faite par un couple, une fonction et une facticité. Il doit rester clair que cette articulation ne peut pas être dissociée, sous peine d'en perdre le sens. Il s'agit donc d'une notion primitive, avec tout ce que cela traditionnellement comporte en logique, et toute fragmentation que le besoin de mieux la caractériser pourrait introduire, ne doit jamais oublier que les précisions qui s'ensuivent seront toujours sous les mots de l'abstraction. Pour éliminer toute possibilité de malentendu, Rota indique les rôles spécifiques joués à l'intérieur du couple, aussi bien par la fonction que par la facticité. La facticité est le support indépendant qui obscurcit la fonction qu'elle fonde. Mais si nous éliminons la facticité, la fonction aussi disparaîtra avec elle. Et encore, ce qui est vraiment important, à savoir les fonctions, est unselbständig. L'exemple le plus parlant, du moins à mes yeux, est un exemple que Rota emprunte à Ryle, concernant le rôle de la dame de cœur. Il est clair que la fonction de la dame de cœur, par exemple, dès qu'on joue au bridge ou au poker, est totalement indépendante de la facticité dont la carte est faite.
Les supports pourraient varier, papier, plastique, verre. Mais au fond, rien ne change, car c'est la fonction qui est déterminante. Je cite Rota. Lorsque nous focalisons la signification d'un texte, ou les règles du jeu, du bridge, nous nous référons toujours à la fonction de la signification, ou à la fonction de la dame de cœur. Par ce biais, il me semble que le résultat le plus clair, ce qui est vraiment spécifique de la contribution de Rota, est que le concept de Fundierung devient dynamique. Justement, notre philosophe insiste beaucoup sur la notion de fonction et sur le rôle de la facticité qui, tout au plus, permet à la fonction de s'exprimer. Encore plus éclatant, ce serait de prendre l'exemple des échecs. Pour jouer une partie d'échecs, il y a plusieurs configurations possibles de pièces de l'échiquier, selon les goûts, les conventions ou même la mode. Mais non seulement, on peut même jouer aux échecs sans pièces. Et c'est donc quelque chose de complètement idéal qui peut constituer la facticité de la fonction jouer aux échecs. Et c'est là, pour nous, dans cette surévaluation de la notion de fonction, la clé de voûte de la proposition de Rota. Par ce biais, on libère beaucoup d'énergie où la relation de Fundierung peut puiser pour s'incarner, entre guillemets, et en quelque sorte, on le verra tout de suite, pour s'universaliser. Le fait d'avoir autant déplacé l'attention sur la notion de fonction permet d'avoir deux possibilités supplémentaires qui, d'une certaine façon, ne sortent pas de ce qui était déjà contenu in nuce dans la perspective husserlienne. Mais à présent, elles deviennent, moi je trouve, plus faciles à manier. Ce sont donc les deux possibilités suivantes qui constituent pour nous le champ profond du deuxième thème, de la généralisation de la notion de Fundierung apportée par la réflexion de Rota. Premier point, la notion de fonction, évaluée en tant qu'impossibilité d'un acte, c'est-à-dire comme capacité ou même volonté de faire quelque chose, établit la Fundierung à la racine conceptuelle de la prise rationnelle du monde. En perspective, devient claire la possibilité de répertorier aussi tout acte expressif ou tout acte visant à une connaissance quelconque sous le titre de fonction à condition, et c'est là une nécessité logique, qu'elle soit bien exprimée et qu'il y ait une facticité d'un type quelconque qui puisse la soutenir. Deuxième thème, la notion de facticité est, par là même, beaucoup plus claire qu'auparavant. Dans la perspective suggérée par Rota, la facticité a le statut de support admissible pour l'explicitation de la Fundierung. En quelque sorte, son admissibilité dépend du projet inscrit dans l'idée de fonction d'une ou de plusieurs Fundierung. C'est pour cela que tout peut être ou devenir support et donc facticité de la fonction à l'intérieur d'une relation de Fundierung. Ce sens d'une généralisation remarquable qui amplifie énormément les possibilités de nicher lors de la troisième recherche logique est bien rendu par l'exemple suivant, je cite. Même les outils constituent des exemples typiques de relations de Fundierung. Le crayon, le papier, l'encre sont des outils que j'emploie quand j'écris. Ils sont normalement considérés comme des objets matériels. Mais cela est une erreur, une parmi d'autres que nous sommes obligés de commettre pour nous faire comprendre. De fait, le stylo, le papier et l'encre sont des fonctions dans des relations de Fundierung. Le stylo avec lequel j'écris, ordinairement considéré comme un objet matériel, est, à strictement parler, immatériel, en tant que fonction qui me permet d'écrire. Je reconnais cet objet comme un stylo seulement en vertu de ma familiarité avec ses fonctions possibles. Il est évident, un autre résultat conséquent au dynamisme dont Rota a mené cette relation de Fundierung. La structure de celle-ci est devenue, du moins potentiellement, temporelle, au sens où on peut y repérer une sorte de structure d'ordre jouant un rôle à chaque coup dans l'articulation du monde. Cela est traduit par Rota dans les termes d'une approche dramatique, au sens strict du terme, c'est-à-dire comme l'articulation d'une histoire du sens se faisant par l'activité rationnelle dont nous sommes les porteurs, et qui concerne également tout concept philosophique. Je cite, Rota écrit, pour employer une image de Wittgenstein lui-même, les concepts philosophiques sont comme les ruelles tortueuses d'une ancienne ville italienne. Ici, on est bien servi. Pour les apprécier et en comprendre la topographie,
nous sommes obligés de les parcourir et d'en admirer les beautés historiques. Cette indication, pour rester à l'intérieur de la métaphore choisie par Rota, désigne un autre enrichissement, le plus important dans les termes de logique phénoménologique en construction. Il faut, pour comprendre la question, prêter une grande attention aux mots. Nous pouvons choisir de rentrer dans ce dédale des ruelles d'une ancienne ville italienne. Nous pouvons choisir cela pour repérer des chemins du sens se faisant. Mais non seulement, nous disposons de la possibilité créatrice d'introduire une nouvelle fonction, un nouveau projet de connaissance qui utilisera à nouveau frais cette même ville italienne comme la facticité dont il est question dans une relation de Fundirung. Fixons bien la nouveauté que cette libération d'énergie dynamique nous permet. Si, suivant les dictons de l'interprétation de logique traditionnelle, nous retrouvions le parcours du sens et, par après, nous répertorions les manières suivant lesquelles ce même parcours était en quelque sorte admissible, maintenant nous avons une possibilité supplémentaire. Maintenant, nous pouvons tenter de construire un nouveau parcours, une nouvelle connaissance qui peut s'embriquer encore plus au dédale préexistant. De cette manière, le moment logique profond de la Fundirung se déplace. Si avant, elle était en moyenne pour bien articuler la structure multiforme d'un savoir acquis, maintenant nous disposons de la possibilité d'utiliser cette relation logique pour créer, plus précisément il faudrait dire tenter de créer, une nouvelle connaissance. C'est-à-dire que par ces caractères de proposition que la fonction intrinsèque de la relation de Fundirung exprime, nous pouvons utiliser cette même fonction pour produire de nouvelles connaissances, à savoir de nouvelles structures de sens. En ce sens, la relation de Fundirung devient l'un des pivots d'une logique active de la connaissance. Elle devient, du moins en puissance, productrice de ce même enrichissement de sens qui en caractérise le progrès. C'est la manière suivant laquelle la logique peut devenir aussi productrice et non seulement le garde-fou de la rigueur de l'attitude rationnelle vis-à-vis du monde. Pour rendre justice à cet enrichissement, en quelque sorte prodigieux que la notion de Fundirung reçoit, nous pourrions synthétiser le chemin accompli en soulignant que si avant la Fundirung avait tout au plus une utilité a fortiori, maintenant elle devient aussi passible d'une utilisation a priori. En ce sens, la notion de Fundirung, enrichie par la contribution de Giancarlo Rota, mais là je ne sais pas, donc j'avance une thèse, je ne sais pas si je me situe déjà, pour paraphraser Merleau-Ponty, dans l'ombre de Giancarlo Rota, dans l'ombre du philosophe Giancarlo Rota, devient un outil indispensable de la nouvelle logique phénoménologique dont l'école fondée par Husserl a un besoin profond. Cela étant, il y a deux thèmes majeurs qui s'ouvrent pour la réflexion de Giancarlo Rota que nous venons de présenter. En premier lieu, la question que nous avons déjà annoncée concernant la nécessité en perspective de nous munir d'une cartographie des relations de Fundirung admissibles. Cette nécessité devient encore plus significative dès que nous acceptons l'enrichissement présent dans l'ombre de la réflexion de Merleau-Ponty au sujet d'un nouveau sens de la Fundirung en tant que logique a priori de la construction du sens, ou, et en quelque sorte cela revient au même, comme logique de la construction de la connaissance rationnelle. Deuxième point, le problème de déterminer quelle nouveauté comporte la mise en a priori, au sens logico-phénoménologique, de la relation de Fundirung. Au fond, il s'agit de donner une première réponse à la question suivante. Quelle nouveauté implique le fait de tenter la construction d'une relation de Fundirung? Nous croyons que la réponse à la première question demeure un chantier ouvert, c'est-à-dire la cartographie des relations de Fundirung, demeure un chantier ouvert, au sens où, d'un côté, il ne faut pas boucler a priori la possibilité d'introduire de nouvelles familles de relations de Fundirung, et, de l'autre côté, il ne faut pas trop diluer la puissance de cette relation. Nous croyons, mais cela reste encore un projet à sonder, que les structures linguistiques articulant la connaissance et sa création donnent un bon point d'entrée à ce travail de déblayage et de mise en forme. En ce qui concerne la deuxième question, c'est-à-dire, que pouvons-nous tirer de la tentative de construire une nouvelle relation de Fundirung? Nous pensons que les contributions peuvent être importantes, et cela en deux sens qui ne sont pas pour autant divergents.
En premier lieu, pour un enrichissement de l'idée d'une logique phénoménologique, et en deuxième lieu pour ce qui en est des phénoménologues en leur pratique de recherche. Formellement, la grande nouveauté, pour moi du moins, décontente une logique de l'approche à la connaissance et, surtout, dès qu'on le fait en créant un rapport de Fundierung possible, consiste dans la possibilité de l'apparition de l'erreur. À savoir, dès qu'on entreprend l'aventure de jeter un pont, de faire vibrer une facticité à l'intérieur d'une fonction expressive, d'une Fundierung, il est toujours possible de se tromper. Certes, en ce sens, la relation de Fundierung jouera la fonction logique de garde-fou, mais cela permet également, pour autant que le pari de la construction de la relation de Fundierung avance, de baliser un chemin, un parcours, et de modifier le projet lui-même en cours de route. Pour rester la métaphore de la ville italienne, il se peut toujours que le chemin qu'on avait entrepris ne nous mène pas où l'on voulait, mais il se peut aussi qu'il nous conduise quand même quelque part. Et cet endroit, qu'on ne connaissait pas, peut donner lieu à la possibilité de nous faire revenir en arrière, en nous permettant de sélectionner la facticité qui était correcte pour le projet de Fundierung qu'on avait en point de mire. Mais non seulement, on pourrait avoir aussi découvert un endroit qui, jusqu'alors, n'avait pas encore été exploré dans le chemin a priori indéfiniment prolongeable de la construction du sens. Et il se peut aussi que ce nouvel endroit donnera lieu à de nouvelles possibilités d'être repris dans de nouvelles Fundierungen. Il faut donc se risquer dans la tentative d'éclairer la construction de la connaissance, et cela est une chose que les philosophes ont une forte tendance à oublier. Et c'est de là aussi que cette sorte d'optimisme de la raison dont Giancarlo Rota est un porte-drapeau vient à l'aide, sinon des philosophes, du moins de la philosophie. Il est d'ailleurs assez curieux que ce type de suggestions doivent nous venir non des philosophes, mais des autres savants, et en particulier des mathématiciens. Un collègue mathématicien, dont Rota écrit très bien, c'est-à-dire Georg Polya, a eu en effet le courage d'écrire. Et moi je trouve que c'est une phrase merveilleuse. Il écrit « Pour être un bon mathématicien, ou un bon flambeur, ou bon n'importe quoi, il faut être un bon devin. Et pour être un bon devin, il faudrait être déjà, pour commencer, je crois, naturellement intelligent. Et encore, être intelligent n'est pas encore suffisant. Il faut examiner ces divinations, les comparer avec les faits, les modifier s'il y en a besoin, et ainsi acquérir une expérience extensive et intensive avec les divinations qui tombent, avec celles qui touchent au vrai. Avec une telle expérience dans son background, on pourra juger de façon plus compétente quelles divinations auront plus de possibilités de réussir et quelles n'en auront pas. C'est bien ce risque, toujours relié à un optimisme de la raison, qui nous semble, en conclusion, un atout non secondaire de la contribution de Rota à la phénoménologie. Par son interprétation de la notion de Fundierung, nous avons désormais un moyen très puissant, mais, comme nous venons de le montrer, en s'ouvrant sur la possibilité d'utiliser ce même outil, pour entreprendre un chemin de connaissance, il est clair qu'on s'ouvre également à la possibilité de l'erreur. Et pour cela, il n'y a pas de possibilité a priori de nous empêcher cette éventualité. D'ailleurs, c'est-à-dire d'ailleurs, les parcours du sens réservent toujours souvent la surprise de découvrir des moyens pour récupérer les erreurs, pour baliser de nouveaux chemins, parfois tout à fait insoupçonnés au début. C'est aussi cette invitation à se risquer qui définit la fraîcheur de l'approche très prometteuse de Giancarlo Rota, aussi pour vivifier une tradition, la phénoménologie, qui a un peu sombré. Cette vitalité est une promesse ou une invitation que les philosophes devraient bien assumer. Se risquer pour tenter de connaître, car, comme on le sait, pour apprendre à nager, il faudra tôt ou tard se jeter à l'eau.